Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Ce qui est frappant dans le drame de Crépol, c'est combien ces jeunes gens qui ont agressé et tué Thomas, 16 ans, n'ont pas peur. Pas peur de tuer, pas peur de la police, pas peur de la justice. Aucune barrière n'existe, ni morale, ni personnelle, ni collective. J'en conclus que ces jeunes ont développé un sentiment d'impunité. Je ne serais pas étonné d'apprendre que certains ont eu affaire à la police, à la justice et que la sanction n'a pas existé. Je le dis souvent parce que c'est un sentiment que j'ai, c'est fichu. La France, Orange Mécanique est là et personne ne l'arrêtera. C'est fichu parce que les solutions qu'impose cet ensauvagement sont si radicales qu'aucun gouvernement ne les prendra. Au lieu de cela, et pour lutter contre les incivilités qui sont peut-être au commencement de l'ensauvagement, la région Île-de-France, par exemple, de Madame Pécresse, pointe ce matin Séverine dans un terrain. Séverine qui parle fort, Séverine qui dit tout haut qu'elle a prévu de faire des lasagnes ce soir pour le confort des autres, dit le slogan. N'oubliez pas de rester discret. La région Île-de-France et Madame Pécresse ont raison. Le problème en France, c'est Séverine. Il est 9h, Somaya Labidi. Les pourparlers s'accélèrent pour une trêve et la libération d'otages à Gaza. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve, a déclaré mardi le chef du Hamas dans un bref message. Les détails de l'accord doivent être annoncés par le Qatar et les médiateurs. Le gouvernement israélien n'a pour l'heure pas réagi à ces déclarations. Une marche blanche se tiendra demain à Romans-sur-Isère à l'initiative de la famille de Thomas, ce jeune lycéen de 16 ans tué à l'arme blanche en marge d'une fête de village à Crépol dans la nuit de samedi à dimanche. Des suspects sont, je cite, en cours d'identification, indique le parquet de Valence dans un communiqué. Et puis, avis favorable à de nouveaux forages pétroliers près d'Arcachon. Le groupe canadien Vermillon prévoit de forer 8 nouveaux puits au total pour, je cite, atteindre des réserves pétrolières jusque-là non exploitées sur le site de Cazaux, où une cinquantaine de puits sont déjà en activité avec une production actuellement estimée à 1500 barils par jour. Charlotte Dornelas, Vincent Herouet, Joseph Massescaréron, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Mathieu Vallet. Bonjour à tous. On pourrait en rire et j'ai vu que vous en avez ri. On peut revoir d'ailleurs. Je n'invente rien, c'est dans le métro depuis quelques jours. Mais ça montre un état d'esprit de ce pays. Quand je dis qu'il faut tout changer, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir, c'est le choc. Le problème en France, c'est Séverine. Non. C'est là qu'on est tellement déconnecté, tellement chez les fous dans ce pays. Et, avant de vous donner la parole, c'est intéressant ce qui se passe dans la Drôme. C'est un fait XXL, majeur de la société française. Je vais dire ici ce que personne ne dit généralement quand il est journaliste. Je vais parler de mes confrères. Sur France Info ce matin, c'est une brève. Sur France Télévisions ce matin, c'est une brève. Et nos amis de BFM que je vais citer, vous allez voir ce tweet, c'est le bandeau du pain béni pour l'extrême droite. On en est là en France. Crépol du pain béni pour l'extrême droite. Voilà, c'était chez notre confrère Laurent Ruquier hier. Du pain béni pour l'extrême droite. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a un rapport idéologique désormais à toute information. Il y a ce qu'on doit traiter, ce qu'on ne doit pas traiter. Et comme tous les journalistes, effectivement, ont un biais idéologique, eh bien, ils ne veulent pas parler de ça parce que c'est du pain béni pour l'extrême droite. Bon, quand on en est là, en fait, c'est fini. C'est fini. Voilà, la société, on va aller en... Oui, et si on le traite, c'est avec un vocabulaire qui va être un vocabulaire particulier. C'est-à-dire, on va parler de RICS, comme s'il s'agissait d'une RICS. Il s'agit d'une attaque mortelle, il ne s'agit pas de RICS. On va parler de violence gratuite. La violence, elle n'est pas gratuite pour les victimes, etc. etc. C'est-à-dire, non seulement on n'en parle pas, mais quand on en parle mal. Et en plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Parce que ce serait la première fois, on serait sidéré de ce qui arrive. Pourquoi pas, on cherche les mots, on se demande ce qui se passe, on est prudent. Mais ça arrive, c'est arrivé régulièrement ces derniers mois. C'est ça qui est absolument terrifiant. C'est arrivé dans des fêtes de mariage, dans des fêtes d'anniversaire, dans des fêtes privées. Et là, en l'occurrence à Crépol, où il y a en effet beaucoup de blessés par rapport au nombre d'habitants dans le village. Enfin, la proportion est complètement dingue. Mais la vérité, c'est qu'on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie de poser des mots sur ce qui s'est passé. Parce que mais Thomas, il s'inscrit dans une longue liste. C'est pas malheureusement la première victime de ce genre d'attaque. On le sait d'après les statistiques de l'Observatoire national de la délinquance, notamment, qu'il y a environ
120 attaques au couteau par jour. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Hein. Mais quel biais fait que des journalistes parlent d'extrême... Mais on s'en fout. Voilà, on s'en fiche. On s'en fout. On est d'extrême droite. Là, les points barres. Non, mais quel biais, c'est pas le problème de savoir à qui ça va bénéficier. Comment peut-on avoir des cerveaux qui ont, qui ont vrillé comme ça? Le problème, ce qu'on devrait dire, c'est comment résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi? Et Mathieu pourra en parler. C'est le problème de la justice, quoi. C'est extravagant, en fait. Et quand je dis c'est intéressant, évidemment. Je parle des autres journalistes, mais ça montre l'espace médiatique dans lequel on vit. Je pourrais parler des artistes de la même manière, les journalistes, les profs, l'université, etc. Tout ça est co-responsable, entre guillemets, de ce que nous vivons là. Je veux dire, et les politiques aussi, parce que chacun réagit en fonction n'ont aucun du courage. fait de société ou du fait divers qui correspond à sa grille de lecture. Vous avez raison, parce qu'il n'y a que des gens de droite qui ont réagi hier. Vous avez la droite choisit ce fait de société-là et la France Insoumise en choisit un autre. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que seuls les gens de droite ont réagi hier à Crépol, ce qui est aussi fou. Pourquoi les gens de gauche ne réagissent-ils pas? Ils ont réagi à l'agression du jardinier. Non, je vous assure. Alors, on va voir le sujet, le déroulé de l'attaque, comment ça s'est passé, si j'ose dire, les premiers éléments que nous avons, et puis avec Mathieu Vallet, qui est sur le terrain, il va nous donner son sentiment. Selon le parquet, l'enquête avance et le déroulé de la soirée se précise. Il est aux alentours de 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Près de 400 personnes participent au bal d'hiver dans cette salle municipale. La soirée touche à sa fin, mais c'est alors qu'une dizaine d'individus non inscrits, armés de couteaux, se présentent devant cette porte où se tiennent 4 vigiles qui filtrent les entrées. L'un d'eux refoule le groupe. Il est rapidement poignardé par l'un des assaillants. On a le vigile qui est, d'ailleurs, je le félicite pour son professionnalisme, qui a tout de suite agi pour repousser les personnes violentes. Donc on a eu cette première phase avec des personnes de l'intérieur qui ont pu justement le renforcer. Et on a ensuite la deuxième phase avec malheureusement le décès de Thomas. Alertés par l'agitation, des participants sortent de la salle et viennent en soutien aux vigiles. C'est à ce moment que la bagarre générale démarre. Les coups de couteau pleuvent. En plus de l'agent de sécurité, 3 autres personnes sont gravement blessées, dont Thomas, 16 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital en hélicoptère. Les agresseurs prennent la fuite. C'est alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des fêtes. Il y a une voiture qui est arrivée juste devant la fromagerie du village et ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. C'est des choses qu'on n'a pas dites, mais ça devait être certainement pour impressionner et dire voilà, on a fini le spectacle. Les agresseurs n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés, mais les éléments laissés sur place, les portraits robots ou encore l'analyse des antennes téléphoniques permettent d'affiner le ciblage, selon le procureur en charge de l'affaire. Le Parisien est l'un des rares à sauver l'honneur des médias, écrit Éric Nolot, en accordant sa juste place à l'effroyable attaque de Crépol, énième preuve d'une décivilisation accélérée, d'une barbarie qui prend ses aises. Et c'est vrai que c'est la une du Parisien aujourd'hui. Il plantait les gens à l'aveugle, je le répète. En fait, ce qui est intéressant, c'est le biais qu'il y a aujourd'hui entre le privé et le service public. Une brève sur France Info. Une brève dans le journal de France 2, qui est présenté par Thomas Soto le matin. Une brève. Voilà ce qui se passe en France, c'est une brève. En fait, ça n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Mathieu Vallet. D'abord, j'ai une pensée pour la famille de Thomas, 16 ans, qui a été tué au couteau dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, dans ce village de 500 bonnes âmes. Et d'une certaine manière, cette fratrie faisait partie de 3 frères, une famille de restaurateurs, cette France qui se lève tôt, cette France sans histoire, cette France finalement qui ne brûle pas de voiture, qui ne deal pas, qui ne se fait pas connaître pour ses règlements de compte, cette France finalement qui paye ses impôts et qui a la sueur de son front fait vivre le pays. C'est la France qu'on aime et c'est pour ça aujourd'hui que tous les Français sont bouleversés par le décès de ce garçon qui aimait passionnément le rugby. Et quand on voit qu'il y a 17 blessés, 4 blessés encore ce matin à l'hôpital qui ne sont plus en urgence absolue, avec des enquêteurs gendarmes de la section de recherche de Grenoble qui mettent tout en œuvre pour retrouver ces dizaines de barbares qui sont venus commettre l'irréparable dans la nuit de samedi à dimanche, on est là face à Thomas, victime de la décivilisation, c'est-à-dire aujourd'hui, pour un regard mal croisé, pour un différent X ou Y, on peut prendre des coups de couteau et malheureusement, vous le disiez, 120 attaques au couteau par jour aujourd'hui, il y a une explosion de la violence liée à ces faits en France
Et nous, les policiers et les gendarmes, sont en première ligne pour protéger ces victimes. Effectivement, je salue ce vigile qui était à l'entrée avec 3 autres de ses collègues pour protéger cette soirée. Vous imaginez bien que toute la nuit, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de violence et qu'on a une bande d'une dizaine de criminels qui sont venus pour commettre cet acte criminel. Et j'espère qu'ils en répondront sévèrement devant la justice. Et j'en terminerai là. On entend beaucoup justice pour Naël, justice pour Adama, justice pour Théo. Mais moi, c'est justice pour Thomas aujourd'hui. C'est un garçon qui n'était pas connu des services de police, qui ne s'était fait jamais connaître par la voyoucratie, qui n'avait jamais posé de problème, qui allait au lycée à Romans-sur-Isère. Et c'est cette France-là aussi, c'est cette France pour laquelle les policiers et les gendarmes se battent, parce qu'elle a besoin de la police et de la gendarmerie pour se protéger face à la loi du plus fort, face à la loi qui tue, face à celles et ceux qui pourrissent notre quotidien et qui aujourd'hui font des morts dans nos rues, dans nos villages, dans nos soirées, dans nos festivités. Encore faut-il que les médias, effectivement, s'intéressent à cela et qu'ils s'intéressent manifestement plus à Naël qu'à Thomas. Bien sûr. Oui. Bah, ça rentre plus dans la grille, quoi. C'est aussi simple que ça. Je voudrais revenir juste. Non, mais ce que dit Charlotte, c'est pour ça que c'est terrible. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes, de toute façon, c'est clair. Pour France Info, pour France 2, Naël est une bonne victime. Voilà. Oui, mais c'est au-delà de ça, parce que souvent, il est reproché à certaines personnes, dont je fais partie en l'occurrence, d'analyser et de dire on n'a plus affaire à des faits divers, mais à des faits de société par la répétition, le nombre, la ressemblance entre ces faits. Ça dessine une société plus qu'un fait divers dont on ne sait pas ce qu'il est en train de se passer. Or, je note que les mêmes qui utilisent là le registre du fait divers ne l'utilisent jamais quand se pose la question, par exemple, du tir d'un policier. Or, c'est incomparable, puisque la justice doit passer pour savoir est-ce qu'il était légitime ou pas de tirer, mais c'est potentiellement légitime. Là, en l'occurrence, ça ne l'est dans aucun cas. C'est impossible. Donc, c'est plus facile à analyser rapidement ce qui est en train de se passer et ça se répète plus souvent. Donc là, c'est carrément de la malhonnêteté. C'est pas simplement une mauvaise appréhension de ce qu'ils sont en train de commenter. C'est clairement de la malhonnêteté dans la manière de le traiter. Mais tout est... Enfin, moi, tout me pose problème. J'ai parlé du vocabulaire. Je reviens même à la question de couteau. Je parle sous votre... Les lames font 25 cm. Les lames font 25 cm. C'est pas des couteaux. C'est pas des couteaux qu'on trouve comme ça. Il a fallu les acheter. C'est des armes de combat. D'où ça vient? Ça, normalement, on est journaliste. On doit faire une enquête. On doit se renseigner. On doit mettre ça en exergue. Et c'est pour ça que vous devez prendre... En fait, quand je dis que c'est fiché, c'est que les solutions que ça réclame, personne ne les prendra. C'est fichu pour ça, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut tout changer. Il faut changer les lois. Quelqu'un qui a un couteau de 25 cm, faut que... Voilà, faut qu'il... C'est prévu par la loi. Oui, mais c'est pas appliqué, Pascal. C'est pas appliqué avec la rigueur. Écoutez, on va attendre. Avec la fermeté. On va attendre parce qu'il faut évidemment être prudent. Quand un jeune traîne un policier sur 20 mètres dans une voiture et qui se retrouve avec 30 heures de travail d'intérêt général, la loi n'est pas appliquée. On va attendre ce que disent les enquêtes. C'est quelques jeunes. Comment j'exagère? Oui, c'est 35 heures. Ah, j'avais dit 30 heures, pardon. 35 heures. C'est quelques jeunes, on verra si déjà ils avaient affaire à la justice. En fait, c'est simple. C'est quoi la solution radicale? C'est tolérance zéro. Bien sûr. Et au bout d'un certain nombre pas de crimes d'ailleurs, mais d'infractions correctionnelles ou pas, à partir d'un, je ne sais pas si c'est 7, 8, c'est 9, la règle 10, aux États-Unis. Dans cela, tu ne sors plus. La règle Vous entendez bien ce que je dis? Tu strikes Tu ne sors plus jamais. Ouais, bon. Jamais. Sans en arriver peut-être là. Ah ben moi, au bout de... Attendez, quelqu'un qui arrive 10 fois devant un juge, si on met par exemple cette règle-là 10 fois pour une infraction importante, entendu, pas pour le vol d'une orange, 10 fois, il ne sort plus. Voilà ce que je pense. Oui. Il est irrécupérable pour la société. Pas jusque-là, mais... il est irrécupérable pour la société, irrécupérable. Et moi, je protège la société. Voilà. Alors, vous avez vu que c'est de la faute de la société d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a dit que c'était la faillite de la société, comme s'il y avait une responsabilité collective. Il a raison. C'est surtout la faillite de ceux... C'est une responsabilité. La responsabilité est collective. De tous ceux qui ont laissé des responsables de la société. Des responsables. Voilà. Mais parce qu'en fait, ces solutions, je vous dis, c'est tolérance zéro. Ça a marché d'ailleurs, on sait bien ce que ça a marché. Alors voyons le sujet de Juliette Sada sur ce village de Crépol. C'est une petite commune, sonnée après le drame. Un déchaînement de violence que les habitants de ce village de 550 habitants n'arrivent pas à expliquer. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en état de choc. On est choqué de voir ce gamin de 16 ans. C'est pas possible. Enfin, moi, j'ai du mal à admettre. On comprend pas. C'est inexplicable. On n'est pas en sécurité nulle part.
qu'on soit à Paris, qu'on soit à Crépol. Voilà, les gens sont haineux. L'adolescent a été scolarisé ici au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère, où une minute de silence a été observée ce lundi en sa mémoire. Certains de ses camarades étaient présents lors du drame. Mais quand je suis parti, c'était vers 1h45 pour partir rentrer chez moi. Je suis passé devant le groupe parce que ils attendaient comme ça en cercle. Puis je me disais, il y avait un truc c'était louche quand même. Et c'est que le lendemain matin que j'apprends par un ami à moi que il y a eu un mort, des blessés. Ils ont lancé des coups de couteau à vue, et ils savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient, de la barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible. Le meurtre de Thomas a suscité l'effroi et l'indignation chez les élus drômois. Tous ont exprimé leurs condoléances à la famille du jeune homme. Écoutez d'autres témoignages qui ont été recueillis par les équipes de CNews. C'était un garçon très gentil, très discret, un peu rigolo, pas un chercheur de bagarre, rien du tout. Complètement à l'opposé de ce qui s'est passé, quoi. C'est pesant. Aujourd'hui, j'avais cours avec une prof qui a refusé de nous faire cours car elle n'avait pas la force. Et elle a pleuré devant la classe parce que son enfant le connaissait personnellement. Donc oui, l'ambiance est très délicate. En tout cas, moi j'espère qu'ils trouveront c'est qui et qu'ils payeront pour ce qu'ils ont fait parce que ça se fait pas. Il avait que 16 ans, quoi. Il avait la vie devant lui. Il méritait pas de mourir, quoi. Ils vont pour passer une bonne soirée, ils se retrouvent morts pour rien du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Gérald Darmanin, vous l'avez dit, a pris la parole. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est assez rare. D'ailleurs, chez Gérald Darmanin, il y a eu un petit décalage. Je trouve que c'est arrivé entre samedi et dimanche. Dimanche, globalement, la société médiatique, l'espace médiatique a peu réagi. Hier, c'était pas encore la une du Parisien comme ça l'est aujourd'hui. Et dimanche, c'était dans les journaux de 20h. Oui, je suis d'accord avec vous. Et on disait que dans l'entourage, Gérald Darmanin il attendait avait... pour savoir plus les circonstances, les profils, etc. de ce qui s'était passé exactement. Le président de la République n'a pas dit un mot. Non, il avait parlé de drame inexcusable sur Naël. Et oui, c'est ça qui... Les profils, on s'en doute. Oui, mais pourquoi le président de la République fait-il un tweet sur Naël et n'en fait-il pas un tweet sur Naël, c'était une déclaration à Marseille. Bon. Pourquoi ? Moi, ça m'intéresse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que la société médiatique... Il faudrait peut-être aussi une minute de silence pour Thomas à l'Assemblée nationale. Il faudrait surtout qu'il n'y ait plus de Thomas, en fait. Oui. Non, mais parce qu'il y en a bien une pour Naël. Non, mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que je pense qu'il ne fallait pas faire 2 minutes c'est ce que je pense aussi, de silence. Donc, je n'entrerai pas là-dedans. Vous avez compris. Voilà. Vous savez, c'est la maman d'Enzo à qui il est arrivé peu au pro la même chose, qui s'est fait planter pareil, qui avait dit mais le président ne réagit pas parce qu'on ne fait pas d'émeute. Elle avait posé la question, la seule question qui vaille en fait. Ouais. C'est-à-dire que ces gens-là respectent tout, même après l'horreur qui leur est arrivée. Ça fait moins peur à des hommes politiques, si vous voulez, que des populations capables de déclencher des émeutes. Mais c'est vrai que j'entendais sur une chaîne concurrente hier soir des débuts d'explication de la culture de l'excuse qui a tué notre pays depuis 30 ans. Ah oui. Le problème d'abord dans nos tribunaux, Georges Fenech, c'est que Bobigny, Nantes, Évry, tous ces tribunaux où la culture de l'excuse a toujours présidé à la place de la culture de la sévérité, aujourd'hui on n'a pas eu les pots cassés. Vous parlez de ce policier de Nantes, Anthony, qui a pris 30 jours d'ITT et dont l'accusé de prévenu a pris 35 heures d'intérêt général. On paye aujourd'hui toute l'addition de ce qu'on dénonce depuis des années. Je terminerai juste sur ça. C'est qu'en réalité, les magistrats du parquet qui représentent les intérêts de la société, qui poursuivent les auteurs, ils requièrent souvent des peines fermes, des peines sévères, des peines exemplaires. Mais ceux aujourd'hui qui doivent rendre des comptes, et moi c'est ce qu'on demande dans mon syndicat, c'est que par juridiction de jugement, ceux qui rendent la justice au nom du peuple français puissent dire la police et la gendarmerie nous ont présenté par le biais du parquet X individus mis en cause. Derrière, on a décerné telle décision de justice et il y en a un tel qui a été exécuté et appliqué derrière. Comme ça, les Français, de la même manière qu'on juge la police et la gendarmerie, pourront juger aussi l'efficacité ou pas. Et les journalistes français préfèrent s'intéresser à savoir si ça profite à l'extrême droite ou pas, ce qu'ils appellent l'extrême droite d'ailleurs, ce qui demanderait évidemment d'être défini. Je salue Patrick Menet qui nous écoute régulièrement, qui m'écrit « La situation française est tellement explosive, les Français tellement excédés, écœurés, la haine de certains et le repli communautaire tel que la moindre étincelle peut provoquer la guerre civile », expression que le président de la République lui-même a utilisée sans rien faire. Il avait utilisé l'expression guerre civile. Le président de la République, le président de la République, vous vérifiez évidemment cela. Écoutez, Gérald Darmanin était hier soir sur C'est à vous.
Il y a eu une fête dans un village, et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête, et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a 3 ans et demi, lorsque je suis venu ministre de l'Intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite, de gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment une faillite générale de notre société. Mais oui, bien sûr. Mais écoutez également ce jeune homme de 14 ans qui était l'ami de Thomas et qui témoigne. C'est un gars plutôt bon rugby, gentil, enfin une bonne personne qui méritait, bon comme toutes les personnes, mais qui méritait pas de mourir comme ça dans de telles violences. À un moment fait pour s'amuser, pour se divertir et passer à autre chose. On en parle beaucoup parce que ça choque. Et parce qu'on entend beaucoup des faits comme ça à la télé, et savoir que c'est ici, que c'est chez nous, que c'est l'un des nôtres, ça fait énormément de peine. Peut-être un mot sur... C'est après les premières rencontres de Saint-Denis, c'est Jordan Bardella, le président du RN, qui avait dit d'ailleurs sur Punchline de Laurence Ferrari, il m'a répondu que non parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile. La réponse d'Emmanuel Macron à Jordan Bardella à la question de dissoudre des organisations politico-religieuses. Donc c'est selon Jordan Bardella, et j'imagine que le président de la République a récusé cela. Mais là encore, s'il le pense, il y a 2 choses. S'il le pense, il doit le dire. C'est ce qu'on disait hier, le décalage entre le discours... Non, mais s'il le pense, de dire. En fait, et vous avez parfaitement raison, il ne peut pas avoir 2 discours aujourd'hui. On ne peut pas dire des choses à l'intérieur de l'Élysée et puis dire des choses à l'extérieur de l'Élysée. Ça, c'est irresponsable. En revanche, s'il ne le pense pas, il ne faut pas qu'il le dise. Mais s'il le pense, il doit le dire. Et il doit agir. Pourquoi ? Agir. Agir. C'est un mot qui... C'est pénible d'entendre un politique dire c'est la faillite de la société. Ce n'est pas la faillite de la société. C'est la faillite des politiques. Voilà. Je suis désolé, c'est pas la faillite de la société. Parce que la société française, elle est incroyablement patiente. Elle est patiente, justement. Il n'y a pas de réaction, justement, de la société française. Et ce que disait Charlotte est totalement juste. C'est-à-dire que les Français, dans leur immense majorité, sont respectueux de la loi, des règlements, etc. Et comme vous l'avez dit très justement, ce sont eux qui payent. Non, ce n'est pas la faillite de la société, c'est la faillite des politiques. Mais pour compléter et mieux comprendre ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu Vallet sur cette fameuse culture de l'excuse, qu'est-ce que c'est ? Les gens doivent se poser des questions. La culture de l'excuse, c'est ça propagé dans la magistrature parce qu'on considère que ceux qui sont victimes de nos discriminations sociales, économiques, ethniques, eh bien, il faut les comprendre, ils passent à l'acte, mais parce qu'ils ont des bonnes raisons, finalement. Et vous allez voir que là, ils viennent d'une cité, on le sait, ils viennent d'une cité, comme on dit, de Romans-sur-Isère. On va leur trouver aussi quelques excuses. Mais la première excuse a été donnée, c'est parce qu'on les a refusés, on leur a refusé donc il y a une discrimination. Ce qui en plus c'est faux, c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça n'est absolument pas passé. Quand bien même... Et vous disiez, quand bien même, de toute façon. Georges, que c'était vrai sur la faillite de la société. C'était Vincent Herouet. Pardon. Non, mais même l'explication de Gérald Darmanin est formidable. Les coups de couteau sont partis. C'est comme si c'était un fusil chargé et que vous appuyez par inadvertance sur la gâchette. Le coup de couteau sont partis. Ben non, quand quand la lame fait 25 cm, c'est une dague, c'est pas un couteau. Voilà. 25 cm, ça fait ça. Oui. Hein, et donc, le coup de couteau ne part pas tout seul. Il faut le prendre dans la main. Il faut pointer. Ça n'arrive pas comme ça par accident. Driss Gali, qui est essayiste, qui était ce matin dans la matinale de Romain Desarbres. Absolument. Et qui s'est exprimé sur ce sujet et qui fait une comparaison sur laquelle, évidemment, il y a matière à discuter. Je ne suis pas sûr qu'il ait, évidemment, qu'il faille accréditer cette comparaison qu'il fait. Mais écoutons-le. Le protocole opératoire, si on peut dire, rappelle vraiment ces guerres coloniales où vous avez des gens désarmés, qui étaient les pieds noirs hier en Algérie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, comme le disait votre reporter, se croyaient à l'abri dans la France profonde, chez les Mohicans, dans les réserves de... Je dis les Mohicans, je dis ça avec ironie, avec beaucoup de guillemets, dans des réserves où on se croit loin des villes, on se croit loin de l'insécurité. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Vous n'avez pas de police, pas de gendarmerie, elles arrivent trop tard, et vous avez un commando qui arrive, en traître, effet de surprise, qui fait son coup et qui s'enfuit, qui se dirige dans la nature
et il ne manque plus qu'une revendication. On a encore de la chance, entre guillemets, on n'a pas encore de revendication politique de ces actes-là. Mais c'est vrai que les policiers n'entraient pas visiblement dans cette cité. Plus personne n'entre dans ce quartier qui est mis en cause, hein, Mathieu Vallet. J'ai entendu ça en tout cas. Non, mais dans le quartier Romans-sur-Isère, vous parlez. Les policiers ils rentrent dans tous les quartiers de la République et c'est les insulter que de faire croire qu'ils- C'est un policier qui disait ça ce matin que j'ai entendu. Je crois que c'était sur Europe 1. Il disait effectivement. Écoutez, on rentre pas dans un quartier difficile comme on rentre dans un quartier paisible où il faut y venir à plusieurs effectifs. Mais en tout cas, quand les gens ont besoin de nous, on répond présent. Moi, écoutez, cette nuit, j'ai encore travaillé et dans tous les quartiers de France, nous y allons, on interpelle les délinquants. Le gros sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a ensuite interpellé ces délinquants, notamment la justice, telle qu'on l'évoquait. Maintenant, dans ces villes moyennes, Romans-sur-Isère, c'est une ville dont la chef du commissariat, je la connais très bien. Elle fait tout ce qu'elle peut avec ses effectifs pour assurer la sécurité des gens. La police municipale donne une contribution importante. On le dit très peu, mais les polices municipaux apportent leur concours de manière très importante aux policiers nationaux, aux gendarmes. Et là, on voit qu'effectivement... Ils sont même pas armés parfois, les policiers municipaux. Et il y a un chiffre... Qu'est-ce que vous voulez qui... Il y a un chiffre qui donne des Qu'est-ce que vous voulez? Et inquiétudes, puis ils ont peur pour eux. Enfin, je veux dire, si t'es policier municipal, t'as envie aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu vas aller... Ils ont Mais l'uniforme, en fait, ils ont tu vas aller face à des gens comme ça? Non, mais vous enfin, mais même vous allez plus loin. Vous prenez la basilique de Nice, lorsqu'il y a eu cet attentat où il y a eu des policiers municipaux qui sont arrivés en premier et qui ont neutralisé l'assaillant qui avait fait des victimes. On voit que l'importance d'armer les policiers municipaux est vitale. Nous, c'est ce qu'on demande comme revendication. Et la deuxième chose, aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, on nous dit que c'est des mineurs de 15-16 ans, en tout cas évidemment des jeunes, notamment la victime. Mais aujourd'hui, la jeunesse de notre pays représente 21% de la population. Et dans la délinquance générale, elle représente 20%. C'est 8% de plus qu'il y a moins de 10 ans. Donc ça, c'est une augmentation significative. Tout à fait. Donc si vous voulez, il n'y a pas plus de délinquants, mais il y a des délinquants de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. Et la question, elle est posée. Aujourd'hui, quand vous avez l'âge entre 16 et 18 ans, je passe au contrôle de Georges Ney, qui est un ancien magistrat, vous avez l'excuse de minorité. Donc vous pouvez encourir la moitié de la peine qui est prévue par la loi. Si c'est un vol 3 ans, c'est 1 an et demi. Le magistrat peut l'écarter. Mais aujourd'hui, disons-le, est-ce qu'on ne rabaisserait pas la majorité? Mais on l'a dit 50 fois, Mathieu. Je veux dire, on va marquer une pause et vous allez rester encore avec nous. Un centre éducatif fermé. Il n'y en a même pas un par département. Mais on l'a dit 50 fois. Mais non, mais l'histoire de l'excuse de la minorité. Mais moi, je veux dire, je juge quelqu'un de 15 ans comme quelqu'un de 18 ans. Je suis désolé de vous le dire. Voilà, ça me paraît tellement de bon sens. Voilà. Non, mais mais vous vous rendez bien compte qu'on dit les mêmes choses toujours et tout le temps. Mais taisons-nous de la minorité, Pascal. Taisons-nous, puisqu'on dit toujours les mêmes choses. Moi, le premier. Sauf que ceux qui sont aux manettes ne l'entendent pas. C'est ça le problème. Oui, ne l'entendent pas, comme vous dites, jusqu'au jour où ça va changer de manette. Bah oui. Il est 9h25, on va marquer une pause. Restez encore quelques minutes avec nous. Restez aussi, je sais qu'on a une actualité très chargée parce qu'on doit parler de John Kennedy. On va recevoir également Pierre Frédérage dans une seconde parce qu'un un voyage, pardonnez-moi, est organisé à Auschwitz avec des sportifs de haut niveau pour évidemment être sensibilisés à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et savoir le drame qui se joue pour les Juifs du monde entier. On va en parler dans une seconde, mais la pause. Il est 9h32, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour. Arrivée de l'aide humanitaire française en Égypte, comme vous pouvez le voir sur ces images, 11 tonnes de matériel médical à destination de la bande de Gaza ont été livrées au Croissant Rouge égyptien dans le Sinaï. L'aide humanitaire a été transportée à bord d'un avion militaire A400M parti de la base aérienne d'Orléans-Brissy vers Al-Arish en Égypte. Entre inflation et précarité accrue, le lancement de la 39e campagne des Restos du Cœur s'annonce difficile. La faim progresse en France, constate son président Patrice Drouet. Conséquence, l'association est obligée de réduire le nombre de ses bénéficiaires. Et puis, nouvelles inondations avec le retour de la pluie dans le Pas-de-Calais. Conséquence, les cours d'eau remontent fortement. 2 semaines que les habitants de la région vivent littéralement les pieds dans l'eau. Face à l'ampleur des intempéries, Bruno Le Maire a annoncé une prise en charge des relogements pendant 6 mois. Excusez-moi, Somaya, j'étais en train d'expliquer à Mathieu. Voilà, je ne sais pas si on m'a entendu à l'antenne, j'étais en train d'expliquer effectivement que Mathieu Vallet et Gauthier Lebret allaient quitter le plateau dans quelques instants parce que Pierre Frédérage et Cyril Benzaken, qui est champion du monde de kickboxing, nous attendent. Je
voudrais simplement qu'on écoute Driss Ghali, qui est donc essayiste, on vient de l'entendre il y a 2 secondes, mais vous allez écouter ce qu'il propose. C'est pas très compliqué. Et hier, de la même manière qu'on a écouté Mme Chalmani qui disait les choses justes, je regrette que les hommes politiques ne disent pas ce que des essayistes, des intellectuels disent. Et je m'interroge, pourquoi ne disent-ils pas ce que dit M. Driss Ghali? Parce que me semble qu'il porte la bonne analyse. Écoutez-le. Le courage. Quand on a accumulé les erreurs comme ça, sociologiques, on ne va pas changer le peuple, on ne va pas changer la jeunesse, on ne va pas les recycler, les envoyer en camp de redressement en Guyane ou à Tahiti. Mais à mon avis, il faut faire 3 choses. Il faut d'abord réapprendre à condamner moralement les violents. Or, nous sommes incapables de citer leur nom et leur prénom. On dit toujours c'est AB, DZ, JM. Il faut donner condamner moralement les gens, dire un tel a commis un acte que la société n'admet pas et n'admettra pas. Ça, c'est le boulot de chacun, et notamment des intellectuels et des politiciens, mais surtout des intellectuels, des églises. Où est l'Église catholique en France? Quand on tue des jeunes comme ça, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Il faut condamner moralement. Ça, c'est pas la loi, ça, c'est nous-mêmes. Deuxième chose, il faut mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, dans les tribunaux de France, je vais exagérer un peu, il y a une amnistie qui est prononcée chaque jour aux voyous. Ce pays vit un régime d'amnistie permanente. Il faut qu'on arrête avec ces travaux d'intérêt généraux. Il faut construire des prisons, je suis désolé, des bonnes prisons, pas des académies du crime, des bonnes prisons, pas des endroits où les gens sont molestés sexuellement. Il faut des prisons où on reste citoyen, mais on est quand même puni. Il faut des places de prison, parce que la société est devenue criminogène. 3e élément, sous réserve de l'enquête, on verra le profil de ceux qui ont commis ça. Il faut évidemment mettre fin à l'immigration de masse qui alimente une contre-société. Ça, M. Darmanin ne le dira jamais, parce que c'est tirer une balle dans son propre bilan. Une contre-société qui s'en prend, ce que je disais aux Mohicans, aux gens qui ont fui les banlieues et les centres-villes, pour leur dire vous n'êtes plus chez vous. Mais attention, je suis extrêmement prudent parce que je ne suis pas policier, je ne connais pas l'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Les places de prison, on nous avait promis 15 000, on a 2800. Sur l'évaluation des magistrats et la réponse pénale, vous connaissez mon avis, je l'ai suffisamment dit sur ce plateau et d'autres plateaux, notamment sur des affaires à chaque fois pratiques et pragmatiques. Et enfin, sur ces quartiers, écoutez, j'en suis issu. J'attends d'abord ce que les enquêteurs gendarmes vont nous dire. Je suis policier, donc je sais qu'il faut être prudent parce que l'enquête, elle avance et que parfois on peut découvrir des choses. Aujourd'hui, il faut le dire, effectivement, dans nos quartiers de la République, on a un communautarisme et une violence assez importante, les rodéos, les trafics de stupéfiants, les règlements de compte, mais on a aussi toute une partie des gens honnêtes qui, en partie, ont fui les quartiers, mais aussi qui sont restés. Et c'est pour ça que nous, les policiers gendarmes, on se bat aussi chaque jour pour ces gens qui payent des impôts, qui font de longs trajets pour aller travailler et qui ne comptent que sur la République pour les protéger. Vous avez reçu hier Pierre Botton. Oui. Vous avez parlé de ce qui se passait dans les prisons. Oui. Il était un acteur, un témoin direct. C'est quoi? Caïda religieux, radicalisation, 30 000 téléphones portables saisis chaque année, la drogue qui circule. La prison ne fait plus peur. Mais c'est pour ça, Georges, qu'on n'y arrivera pas. Y compris à Pierre Botton. Je vous assure, moi, c'est mon sentiment. On n'y arrivera pas. Il est trop tard. Sauf on n'y arrivera pas. Sauf il n'y a même pas de sauf. Hélas, c'est le ça logiciel. Oui, mais je vous dis, il faut tellement tout changer. En fait, il faut changer tout. Donc, c'est compliqué de changer tout. Mais même vous, Georges, vous trouvez des circonstances atténuantes quand vous dites que Gérald Darmanin a raison quand il dit que c'est une responsabilité globale de la société? Mais c'est une responsabilité globale des politiques et des juges. Ah voilà, donc pas de la société. Pas de la société. Non, c'est pas pareil. Écoutons cette jeune lycéenne qui était témoin hier. Alors, les équipes de CNews sont sur place et elles rapportent évidemment beaucoup de témoignages. C'est Michael Dos Santos, je crois, qui a recueilli ce témoignage. Écoutons-le. Au début, ça se passait bien. Enfin, c'était comme d'habitude. Et après, au bout d'un moment, il y a des gens qui sont arrivés. Enfin, c'était quand le bal il était terminé. Il y a des gens qui sont rentrés et qui se sont dit il y a des coups de couteau. Et au début, on prenait pas trop ça au sérieux. Enfin, on se rendait pas trop compte de ce qui se passait. Et après, il y a des garçons avec des t-shirts, un garçon avec un t-shirt plein de sang qui arrivait. Et il y avait du sang partout. Je suis allée me cacher et je bougeais plus. Moi, je suis partie quand les gendarmes y sont arrivés. Parce que quand les gendarmes y sont arrivés, on pouvait sortir. Donc, je suis partie dès que je pouvais.
2 témoignages encore pour terminer ce chapitre, en tout cas 2 analyses, celle de Thibaut de Montbrial. Dans les prochaines fêtes de village, il va y avoir des gens locaux qui vont venir avec des armes au cas où, et qui vont venir avec des armes pour se protéger, pour se substituer à la carence de la puissance publique. Et c'est pas une accusation. La puissance publique peut pas mettre une voiture de gendarmerie devant chaque fête de village. Mais il se trouve que quand il y a une fête de village, d'un petit village, un samedi soir, les gendarmes ne peuvent pas être dans tous les villages en même temps. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas une reprise en main, mais drastique, visible, avec un message politique à la fois verbal et ensuite des actes, les gens vont finir par s'organiser eux-mêmes. Fabien Roussel, lui, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Écoutons-le. Une société où des actes de ce type se reproduisent quand même de plus en plus. On se dit, moi-même qui suis député d'une circonscription avec des villages, pourquoi pas chez nous demain? Et on ne peut pas non plus susciter la terreur pour tous les habitants et ceux qui ont prévu de fêter un anniversaire, un mariage, etc. Il ne faut pas pousser. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, dans la société, je dirais dans le monde, on règle ces problèmes par la violence, par les coups, et il n'y a plus de règles. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le drame absolu de Crépol. Je vais remercier Mathieu Vallet. C'est vous, Pascal. Je vais remercier également Gauthier Lebret. Et nous allons recevoir, comme je vous le disais, sur ce plateau, Pierre Friedenreich et Cyril Benzaken. Il est champion du monde de kickboxing à l'initiative du CRIF, avec la collaboration de Richard Dacoury. Des sportifs de renom se rendront le 26 novembre prochain au camp d'Auschwitz-Birkenau. On va en parler dans une seconde. Je voudrais qu'on parle de Sandrine Josso, parce que le premier témoignage public de Sandrine Josso a fait monter évidemment la pression sur le sénateur Joël Guerriau, qui a accusé d'avoir drogué la députée en vue de l'agresser sexuellement. Le président du Sénat, Gérard Larcher, réclame la mise en retrait de l'élu. Et Madame Josso était hier soir l'invitée de C'est à vous. Je vous propose de l'écouter. J'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude. C'était sucré. Je commençais à avoir, au bout de 15 minutes, des symptômes comme des palpitations, des sueurs. Il était dans la cuisine et il remet un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Et là, je comprends, je me dis, mais en fait, c'est quoi ce sachet? J'ai cru mourir parce que je pensais qu'il allait abuser de moi, parce que dans l'ascenseur, je ne tenais plus debout. Il me suit jusqu'au taxi, j'étais paniquée, je me disais, mais en plus, mon cœur battait, j'avais l'impression de faire une crise cardiaque en même temps. Je salue Nicolas Dupont-Aignan qui dit « Je viens de vous entendre à l'instant, arrêtez avec votre « c'est trop tard ». Je partage bien sûr votre lucidité, mais il n'est jamais trop tard, sinon la France aurait cessé d'exister depuis longtemps. On peut reconstruire un État en France, dit Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, je souhaite évidemment me tromper. Je salue évidemment sur ce plateau Cyril Benzaken. Vous êtes champion de kickboxing. Champion du monde. Champion du monde de kickboxing. Et Pierre Friedenreich, que je retrouve avec plaisir, qui a dirigé en son temps une chaîne Feu iTélé. Merci d'être avec nous et on parlera tout à l'heure de votre initiative que le 26 novembre prochain, vous serez au camp d'Auschwitz-Birkenau. Sandrine Josso, Vincent Hervouette, c'est votre députée à Herbignac. Herbignac, c'est près de Guérande. Mais oui, elle est députée de Guérande aussi. 44. On a l'impression... Alors à Herbignac, je dois vous avouer que ces histoires d'un sénateur qui droguerait avec de l'ecstasy une députée, c'est aussi étranger que la vie des 12 Césars racontée par Suétone ou Tacite. C'est-à-dire que l'espèce d'une image de Paris totalement décadent, où dans le pouvoir... il y a des histoires d'orgies, de sexe, de drogue. Il n'y en a pas à Herbignac. Hein? Il n'y a pas d'histoire de sexe à Herbignac. Entre le maire et le... non, je ne sais pas, je vous pose la question. Ce n'est qu'à Paris. Le pouvoir à Herbignac soit aussi corrompu, non. Non, mais ça, je ne sais pas si vous réalisez l'impact que ça peut avoir. Non, mais ça arrive tous les soirs, en fait. Extravagante, avec des gens qu'on connaît, qu'on a perdu de vue quand ils ont monté les marches de Montparnasse. À la Riboisière, où elle est allée, Sandrine Josso, les médecins lui ont dit que c'est tous les soirs qu'il y a des femmes qui arrivent droguées. Ça n'arrive pas une fois de temps en temps. Il y a des toxicos, ça, tout le monde le sait à Paris. Non, mais arriver drogué comme ça, drogué par quelqu'un qui veut... voilà. Pour être abusé. Pour être abusé, c'est ça.
Ça arrive tous les soirs. Et j'entendais Alice Coffin hier qui disait la même chose. Et tous les jours. Et elle a raison. Il faut prendre. Alice Coffin a raison. Et elle a raison. Je suis désolé. Il y a quelque chose de systémique là-dedans. Le Sénat, non, au Sénat, je ne vous dis pas qu'au Sénat ça se fait. Mais j'espère. Qui arrive souvent dans la classe politique. C'est là où elle a raison, dans la classe politique. Parce qu'il y a une immunité de la classe politique sur ce sujet précisément. Mais c'est ça qui est extrêmement dérangeant, si vous voulez. Le comble de la dépravation dans la circonscription, c'est que la députée locale n'ait pas remboursé les 10 000 euros qu'elle avait empruntés à son attaché parlementaire. Et qu'il faille aller en justice pour que cette femme qui avait fait un emprunt à la banque puisse... La députée locale. Elle n'a pas remboursé un emprunt. Oui, elle a cette casserole redoutable qui lui teinte quand elle marche. Pardon. Écoutez, j'entends ce que vous dites, mais elle a failli mourir. Oui, je sais bien, mais on peut être à la fois... dire être... oui, on peut être des deux côtés de la barrière légale. Non, mais c'est ce que disait Vincent, je crois, c'est que c'était le summum de la corruption possible. Et quand on apprend ce genre de choses, peu importe que ça arrive ailleurs, déjà, je suis pas sûre que ça arrive autant dans les hôpitaux ailleurs en France que dans les hôpitaux des grandes villes, on va dire, c'est la première chose. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous dit, quand vous sortez, faites très attention, gardez toujours votre verre, et ça fait de longues années qu'on entend ça, donc c'est évident que ça existe. Et par ailleurs, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent quand c'est un sénateur et une députée en disant « on les a perdus ». C'est vrai que c'est une réaction qui arrive extrêmement souvent. C'est l'idée. C'est l'idée quand même que dans le pouvoir, il y a des gens très corrompus, et c'est une idée qui est très dérangeante. Bon. C'est une idée populaire. Oui, enfin, très dérangeant. la corruption existe partout, dans toutes les, je pense, les couches de la société, vous le savez sans doute. En revanche, puisque vous avez la parole, les otages et la situation en Israël est aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui se dit? Est-ce que les otages seraient... Non mais, c'est pas quelque chose qui se dit. C'est-à-dire que vous avez eu le président Biden, vous avez eu les autorités du Qatar, vous avez les différents acteurs, le numéro 2 du Conseil national de sécurité américain, qui ont dit que les choses étaient... il ne restait que des détails. Donc on attend depuis hier, d'une manière imminente, la libération. Alors de quoi on parle? On parle d'une 50aine d'otages sur les 240. Il y aurait 50 et peut-être 20 ensuite. Il en resterait quand même 170 aux mains du Hamas. Et donc la conclusion achoppe sur des détails mineurs. Et en échange de ces libérations, on parle d'une trêve, on va appeler ça comme ça, d'une trêve des combats, un arrêt des combats qui durait 4 ou 5 jours. Donc on est dans le moment où on attend que c'est imminent, se concrétise. C'est imminent? Oui, c'est imminent. On a mal dormi cette nuit parce qu'on pensait que ça allait se faire dans les heures qui viennent, dans les heures passées. Voyons, si vous le voulez, ce sujet, et je le dis pour Marine Lançon, c'est le deuxième sujet que nous avions imaginé passer, c'est cette femme dont le mari est otage et qui témoigne. Elle a dit adieu à son mari, j'espère évidemment qu'elle va le retrouver et qu'il fera partie de la liste des otages libérés. 6 semaines après l'attaque, la vie est encore hantée par les images des massacres. Ce jour-là, retranchée dans sa maison, elle tente de rassurer l'une de ses filles dans ses bras. Les terroristes du Hamas viennent de prendre pour cible le kibboutz Nahal-Oz. Après 3 heures de cris et de violence, son mari est enlevé. Devant les enfants, ils ont quelques instants pour se dire adieu. Je lui ai dit que je l'aimais, que je gardais nos filles, que je l'attendais. Je lui ai dit aussi, ne joue pas au héros parce que je veux que tu reviennes ici. Aujourd'hui, ces 2 filles se demandent où est passé leur père. Il faut que le monde entier comprenne qu'Omri a été enlevé de notre maison, en caleçon, sans chaussures, et que nous avons besoin qu'il revienne. Il y a plusieurs semaines, la vie a appris que son mari se trouvait à Gaza. Depuis, elle est sans nouvelles. Nous ne voulons pas attendre 5 ou 6 ans avant qu'il ne revienne. Ces personnes sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats, et il faut qu'ils reviennent. La vie vit désormais avec ses parents et ses 2 filles dans le kibboutz Kramim, une petite communauté à la frontière de la Cisjordanie.
Cyril Benzakené, champion du monde de kickboxing, Pierre Friedenreich, et vous êtes président de la commission sport du CRIF, et vous avez donc eu cette idée avec Richard Dacoury d'emmener les sportifs de renom le 26 novembre prochain au camp d'Auschwitz-Birkenau. Alors le 14 janvier. On l'a décalé. D'accord, je pensais que c'était le 26 novembre, le 14 janvier. On a souhaité décaler. Pourquoi ? On a souhaité décaler pour juste... Non, mais pourquoi ce voyage ? On va laisser le champion du monde, Cyril Benzakené, le raconter, ce sera plus efficace. Alors écoutez, en tout cas moi pourquoi j'ai adhéré à ce voyage, c'est parce qu'il fait partie de l'histoire nationale de notre pays et que je pense que c'est un devoir de connaître l'histoire. Déjà le fait de connaître, je pense que ça permet d'ouvrir l'esprit et dans les temps actuels, rappeler que en fait, les camps de concentration d'Auschwitz ne touchaient pas seulement les juifs, mais également les homosexuels, les tziganes. Et donc, en fait, c'est vraiment un message de non à la xénophobie, on va dire. Et je pense que quand on a la chance d'évoluer dans des milieux comme le sport, on n'est pas face à ces violences-là, parce que sur un terrain, il n'y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de barrière religieuse. Et donc, on peut porter... des messages beaucoup plus hauts et beaucoup plus forts en connaissant l'histoire et donc en réalisant ce genre de voyage. Est-ce que vous êtes au contact de la jeune génération et notamment la génération élevée dans les quartiers ? Oui, tout à fait. Comment vous jugez cette jeune génération, ces gosses qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, par rapport à cette histoire de la Shoah ? Alors, c'est pas forcément les sujets desquels on parle quand je les croise... quand je les croise à la salle, mais c'est vrai qu'on a un devoir quand on a des jeunes qui ont grandi dans un univers qui est complètement différent que le nôtre. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un monde où les réseaux sociaux, etc., ont formé une jeunesse vraiment en marge des générations qui ont, on va dire, 30 ans comme moi ou plus. Et donc, on a un devoir de leur rappeler, je vois un livre à côté de vous, qui est en fait la vérité, la connaissance, l'histoire, elle est dans les livres. Parce qu'il y a beaucoup plus de matière dans la mesure où... Est-ce qu'ils acceptent cette information ? C'est-à-dire que, pour dire les choses, on a le sentiment que ce qui se passe au Proche-Orient est arrivé dans les banlieues. C'est pas d'ailleurs on a le sentiment, c'est ce qui s'est passé. Donc comment vous expliquez à un gosse de 13, 14, 15 ans qui a pris fait et cause aujourd'hui pour la cause palestinienne, et pourquoi pas d'ailleurs, quoi qu'il arrive, qui pense qu'Israël doit être détruit, il peut l'imaginer comme ça, et comment vous lui faites prendre conscience que la situation est sans doute plus nuancée et différente de celle qu'il imagine ? Si je peux me permettre. C'est très intéressant comme question, parce que ce dont on s'est rendu compte en montant ce voyage, c'est à quel point il est difficile d'enseigner la Shoah dans les quartiers, et c'est pour ça qu'on a souhaité monter ce programme-là avec l'INSEP, que vous connaissez, qui est donc l'Institut national des sports, où on va avoir une délégation de jeunes athlètes, de tout jeunes athlètes, qui va se joindre à nous. On a fait un peu le tour des sports-études et des centres de formation. On a parlé avec les professeurs d'histoire-géo. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on dit ? Et pour autant, il ne faut pas abandonner, parce que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante. Mais nous sommes d'accord, mais comment on fait si on ne peut même pas enseigner la Shoah dans les collèges et dans les lycées ? Probablement en se rendant sur place, en emmenant avec eux leurs aînés, qui sont extrêmement... C'est-à-dire qu'il faut faire un voyage obligatoire de toutes les classes à Auschwitz ? Même avant les étudiants, on va amener les grands champions. Parce que les grands champions, une fois qu'ils auront visualisé l'effroi et l'abomination raciale, ils ne pourront pas dire que ça n'a pas existé. Ils seront évidemment en capacité de pouvoir transmettre. Et l'enseignement, justement, de ce qu'ils auront vu sera la meilleure arme. C'est pour ça, ce matin, que j'ai voulu que vous soyez avec nous. On va marquer une pause. Je ne sais pas si vous avez une première réaction, Charlotte, Georges. Vraiment, on est admiratifs de ce souci de citoyenneté, de C'est entendu, mais de l'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer les choses ? Et je tiens à dire, quand vous dites bravo à Cyril, vous avez parfaitement raison, parce que ce dont vous ne vous rendez pas vraiment compte, c'est que ce soir, très probablement, je lui ai posé la question avant de rentrer sur le plateau, il a déjà posté quelques messages, s'il y avait déjà des réactions d'hostilité. Il n'y en a pas, tant mieux. Je redoute très fortement qu'après le passage sur le plateau de Pascal, des tombereaux d'insultes vont lui arriver. C'est pas grave, c'est pas grave.
Non, mais je veux dire, lui, ça va pas le dissuader de continuer. En fait, c'est très grave parce que ça montre. C'est très grave. Voilà, ça montre la société française combien elle est fracturée. La nécessité de cette démarche. C'est-à-dire que on voit la différence qu'il y a. Il y a 50 ans, dans toutes les classes, on regardait Nuit et brouillard. Moi, j'ai regardé Nuit et brouillard comme vous, sans doute. Je ne sais pas si c'était en 5e, en 4e, en 3e. Et personne. Dans une classe, personne n'a non seulement remis en cause, mais on sortait là et c'était effroyable. 6 semaines après le 7 octobre, il y a déjà des vagues de négationnisme et de révisionnisme. Alors vous imaginez sur la Shoah à quel point c'est... Il veut dire quelque chose, je crois. Cyril, dans 2 secondes, vous allez pouvoir intervenir. On va marquer une pause. On devait également recevoir un couple impossible, Jackie et John, Bernard Pasquito, et on le recevra les dernières minutes de l'émission. Mais c'est vrai que l'actualité est plus sombre et plus lourde qu'on ne l'imaginait. Donc je vous propose de marquer une pause et on revient dans une seconde. Il est 10h pile. Somaya Labidi nous rappelle les titres. Des bombardements intenses sont en cours sur la localité de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. En attestent ces images envoyées par nos équipes présentes sur place. Dans le même temps, le Hamas affirme qu'un accord sur une trêve et la libération des otages est imminent. Une affirmation non confirmée pour l'heure par l'État hébreu. Des suspects sont, je cite, en cours d'identification suite au décès de Thomas Crépol ce week-end. C'est ce qu'indique le parquet de Valence dans un communiqué. Par ailleurs, une marche blanche se tiendra demain à Romans-sur-Isère à l'initiative de la famille du jeune lycéen de 16 ans. Alors que l'accès aux soins ne cesse de se détériorer en France, l'UFC Que Choisir attaque l'État pour inaction devant le Conseil d'État. L'association de consommateurs vient d'ailleurs de publier une nouvelle étude et alerte sur l'aggravation de la fracture médicale. En 2023, 23,7% de la population rencontre des difficultés d'accès aux généralistes. Pierre Friedenreich et Cyril Benzaken sont avec nous ce matin, le 14 janvier prochain, à l'initiative du CRIF, avec la collaboration de Richard Dacoury. Des sportifs de renom se rendront donc au camp d'Auschwitz-Birkenau. Vous vouliez dire quelque chose avant la pause? Oui, sur la manière dont on pouvait influencer sur ces jeunes générations. En fait, je pense que c'est justement via le sport, parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit dans lequel on peut apprendre la citoyenneté que dans une salle de sport, parce qu'on y engage des superbes valeurs. Et je pense qu'en mettant ces enfants au sport, un sport de combat par exemple, c'est beaucoup moins violent que ce qu'on voit, parce que... Je suis d'accord avec vous, sauf que moi j'entends, il faut dire effectivement les choses telles qu'on les entend. Il y a parfois un communautarisme qui existe dans le sport, où ceux qui ne sont pas ou n'appartiennent pas à la communauté, parfois, ou à certaines communautés, ne peuvent pas pratiquer le sport en question. Et attisé par quelques grands champions, et ça comme quand même Benzema. Qui a je vous laisse libre de indignation sélective, par exemple. Je vous laisse libre de vos propos, bien sûr. C'est factuel, hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est ce qui se passe parfois, et c'est ce qu'on rapporte, et c'est ce que les témoignages qui peuvent arriver de certains endroits de France. Non, j'entends qu'il y a forcément des endroits où il y a du communautarisme, et ça c'est de fait dans le monde entier. Mais c'est vrai que... Il n'y en avait pas en France il y a 50 ans. Ça n'existait pas. Mais c'est un autre monde. Nous sommes bien d'accord avec vous, mais ça n'existait pas en fait. Tout le monde, dans le sport, fraternissait et jouait encore. Ce qui est vrai aussi dans les grandes équipes nationales. Je pense que Didier Deschamps, il n'a pas de souci, parce que ces grands joueurs-là, il n'y a pas de souci. Mais à un niveau plus bas, ça peut être plus compliqué. Enfin, ces grands joueurs-là, on les a absolument pas vus le 12 novembre dernier. Aucun de ces champions ne s'est manifesté, ni physiquement, ni par un tweet. C'est vrai que Karim Benzema, vous avez vu des grands champions, à part Richard Dacoury et Steve Benzaken, je n'ai pas vu... c'est vrai que l'équipe de France, Mbappé, la dernière fois qu'il a tweeté, c'était pour dire adieu petit ange, en parlant de Naël. Parti trop vite. C'est vrai. Ça vous choque, vous leur dites? Vous les appelez, ces sportifs? En fait, est-ce que, par exemple, des joueurs de l'équipe de France, le football, c'est évidemment le sport numéro 1. Bon, est-ce que le 14 janvier, des grands joueurs de l'équipe de France seront avec vous? Alors, la Fédération française a souhaité s'associer à ce voyage. Philippe Diallo, qui est très enthousiaste à l'idée de partager ce moment mémorial avec nous, y sera. Est-ce qu'il va convier des membres de l'équipe de France ou du staff technique? On le souhaite. À ce stade-là, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas encore enregistré le billet. Sa présence, la présence de Philippe Diallo est bien sûr, mais la présence de Didier Deschamps et en fait de Mbappé,
C'est ça la vérité. Ce qu'on attend, c'est qu'Mbappé soit là-bas. Exactement. C'est ça la vérité. C'est le joueur qui symbolise aujourd'hui je regrette, moi, le foot en France. de n'avoir vu aucun de ces champions le 12 novembre dernier. Là, ils ont une occasion formidable de pouvoir se mobiliser contre le péril raciste et antisémite. C'est d'aller le 14 janvier à Auschwitz. Bon, je salue Damien Amouchi qui nous regarde et qui manifestement vous connaît, Cyril Benzaken de C8. Donc, on salue Damien Amouchi qui est évidemment à la direction de C8. Je voudrais qu'on voit le sujet qui avait été fait en 2005 sur Auschwitz. C'est un sujet qui était passé sur France 2 à l'époque et sans doute y a-t-il aussi sur France Télévisions un devoir de mémoire à passer ce type de film et ce type de commémoration. C'est un sujet donc en 2005 pour les 60 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Regardez ce sujet, il dure 2 minutes. 27 janvier 1945. Au hasard de son avancée, un détachement de l'armée soviétique découvre Auschwitz. 7000 déportés y sont abandonnés par les nazis parce qu'invalides. Les camps sont libérés les uns après les autres par les Alliés. C'est la mise au grand jour d'une organisation criminelle parfaitement rodée. 5 à 6 millions de victimes juives. 1942, les nazis dominent l'Europe. Juifs, dissidents, tziganes, prisonniers de guerre, homosexuels sont raflés, poussés dans des wagons à bestiaux. 3000 convois entre 1941 et 1944. Le terminus, un secret bien gardé. Nous ne savions pas quelle était la destination. Il y avait là dans mon convoi, c'était plusieurs wagons. Des femmes, des enfants, des vieillards. On pouvait imaginer que ce n'était pas pour aller travailler qu'on prenait des vieillards ou des enfants. Je crois qu'il aurait fallu être machiavélique pour comprendre que nous allions vers la mort. 3-4 jours de voyage et au bout, les camps de concentration pour une partie des déportés. Il y en a une vingtaine dans le Grand Reich. Ils fournissent des esclaves aux industries de guerre voisines. C'était nous qui construisions les routes, qui transportions les rails de chemin de fer, qui remplacions en septembre, par exemple, les chevaux dans les champs. On tirait la charrue, tous les travaux que faisaient les chevaux, c'était le pire, vraiment. 950 000 personnes vont y mourir d'épuisement. À partir de 1942, la politique des nazis se radicalise. Il faut éliminer tous les juifs. 6 camps d'extermination complètent le réseau. Des centres de mise à mort pour les juifs. On y trouve les chambres à gaz et les fours crématoires, où les nazis se débarrassent des cadavres, les preuves du génocide. Ici, c'est l'assassinat à l'échelle industrielle qui compte. Pour les juifs, il n'y a aucune considération économique qui vaille. Et c'est d'ailleurs l'une des spécificités épouvantables de la Shoah, c'est que les Juifs sont condamnés à mort quoi qu'ils fassent. Besoin de main-d'œuvre ou pas besoin de main-d'œuvre, on doit en finir avec eux et les tuer. Auschwitz-Birkenau est le symbole du système, le point vers lequel convergent tous les convois. À la fois camp de concentration et centre de mise à mort, 1,5 million d'individus y ont laissé la vie, 95% étaient juifs. Sujet qui date de 2005 et à l'époque, la concurrence victimaire n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. Et elle est aussi un des soucis pour rappeler cette histoire, parce qu'à ce moment-là, d'autres populations disent « mais nous aussi, nous avons subi… » Oui, Vincent, ouais, c'est ça que j'entends. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais il y a eu d'autres… c'est pas du tout pour relativiser le génocide plus récent des Rwandais, le génocide des Arméniens, le génocide que les 3/4 des gens ignorent des Herero en Namibie à la fin du 19e siècle. Il y en a très peu, mais celui des Juifs a une singularité, c'est le moyen industriel qui m'a été mis en avant. J'oublie le génocide des Cambodgiens aussi. Et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire qu'on tue les gens parce qu'ils sont juifs. Entre 1933 et 1945. Des héros parce qu'ils sont héros, vous tuez des Hutus parce qu'ils des Tutsis parce qu'ils sont Tutsis, etc. Non, la singularité de la solution finale, c'est l'emploi de moyens industriels cachés. C'est l'échelle du système. Vincent a employé l'adjectif qui est le plus significatif aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est le mot caché. La différence entre les nazis et le Hamas, c'est que les nazis essayaient de cacher leurs atrocités alors que le Hamas en fait un instrument de propagande.
Il y a un autre élément, c'est que le reportage que vous diffusez, qui date de 2005, qui est finalement pas si lointain. Pas plus tard que la semaine dernière, on criait mort aux Juifs à Paris, dans une faculté à Nanterre. Voilà. Rien appris, rien compris. Je vais m'adresser là à l'ancien directeur de médias, parce que je parle souvent des médias et comment sont traitées les choses. Je disais que écouter France 24 aujourd'hui, c'est effrayant, le parti pris qui est proposé. Vous allez voir une séquence de TV5 qui a fait réagir, parce que Jean-Marc Morandini en a parlé dans son blog, autrement personne n'aurait réagi. Vous avez un journaliste qui interroge, il s'appelle Mohamed Kassi, qui interroge le porte-parole de l'armée israélienne. Voyez cet extrait, parce qu'après TV5 a réagi, mais uniquement parce que, en l'espèce, Jean-Marc Morandini en avait parlé sur son blog. Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Rafovitch, vous venez de dire, le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tzahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Salut, la qualité d'Olivier Rafovitch, bien évidemment. Alors, TV5 Monde a publié un communiqué à la fin de l'entretien mené par le présentateur de cette édition, Mohamed Kassi. Les règles journalistiques applicables à toute interview n'ont pas été respectées, ce qui a conduit à donner l'impression, dans la dernière question, que les modalités d'intervention de l'armée israélienne étaient équivalentes à la stratégie du Hamas. Par ailleurs, l'entretien ne s'est pas terminé selon les normes en vigueur de maîtrise de l'antenne, mais de façon trop abrupte. Mais Pierre Friedenreich, qui a dirigé des médias, c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Je fais le parallèle avec ce qui s'est passé dans la Drôme. Là, j'ai une dépêche d'hier de l'AFP qui dit toujours, l'AFP, qu'elle ne prend pas parti et qu'elle est évidemment neutre. Jeunes tués dans une rixe dans la Drôme. Pas exactement une rixe. Et écoutez ce passage, les violences ont été provoquées par l'éruption d'une dizaine de troubles-fêtes. Dépêche AFP. Qui ont tenté au milieu de la nuit de pénétrer dans la salle, ont été bloqués par le vigile, qu'ils ont légèrement blessé à la main. Il a un doigt coupé. Puis se sont affrontés avec des invités. Non, ils ne se sont pas affrontés. C'est ce que disait Vincent. Ils ne sont pas du tout affrontés. Ils sont rentrés avec des couteaux de 25 cm pour tuer tout le monde. Bon. De la soirée, voilà. Donc ça, c'est les dépêches AFP. C'est un cas d'école, ça. C'est des cas d'école, c'est des dépêches AFP. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais juste... C'est intéressant ce qu'on vit aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure, j'ai commencé l'émission comme ça, sur France Info et France Télévisions ce matin, 30 secondes ce qui s'est passé dans la Drôme. 30 secondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un biais idéologique pour les journalistes, notamment du service public. Pourquoi? Parce que dans le service public, c'est eux qui ont le pouvoir, généralement. Donc, c'est les sociétés des journalistes qui ont le pouvoir. Ben si, il faut dire les choses. Donc, à France Info, les directeurs ne servent pas à grand-chose. Vous savez comme moi. Je le fais très vite. Hein. Donc, les journalistes décident. Quand ils décident, les journalistes, ils sont globalement, voire à gauche, très à gauche, très très à gauche. Donc, il y a un biais idéologique et l'information est comme ça. Mais je voudrais juste
revenir sur cette interview de TV5 Monde, parce que TV5 Monde s'excuse auprès des téléspectateurs et communique sa désolation après cette interview. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est la rédaction qui m'intéresse. Il y a un communiqué de la SDJ ? Non. Vincent Hervouette, qui était bonne question, très probablement le plus grand expert de politique étrangère français. Si, encore. Mais est-ce que mais à LCI, ce serait produit, la rédaction se serait mobilisée, n'aurait jamais laissé un de leurs confrères sortir une telle horreur. Parce que le communiqué de TV5, c'est super, mais est-ce que la Société des journalistes a décidé de condamner les propos de leurs confrères? Est-ce que ce journaliste a été mis à pied? Est-ce qu'il a été sanctionné? Non, parce que vous savez, vous comme moi, vous savez que la confraternité, qu'est-ce que ça représente? Exactement. Il n'y a jamais de sanction chez les journalistes. Vous êtes un journaliste. Ça dépend lesquels, excusez-moi. Oui. Vous êtes un journaliste que vous êtes considéré comme un journaliste par vos confrères. Charlotte Dornelas. Vous êtes adopté. Oui. Je réagis juste sur la confraternité à quelques limites. Quand vous penchez d'un côté plutôt que de l'autre, là vous êtes viré. C'est très Je suis d'accord. Il y a le présentateur Météo qui avait été viré de France 2 parce qu'il n'était pas dans la ligne de. Il avait dit qu'il était un peu climato-sceptique. Il avait même pas. En plus, il avait fait un livre posant certaines questions. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Moi, ce que je trouve frappant chez ce jeune confrère qui interviewe ainsi le porte-parole de l'armée israélienne, quand même, c'est que il fait en fait quelque chose que font beaucoup d'intervieweurs. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire dire sa vérité à son interlocuteur, il cherche à le mettre en défaut, il cherche à le terrasser, il cherche à le mettre en contradiction, il l'accable de questions, il ne laisse pas répondre. Non, mais je ne crois même pas, parce que Raphaël l'a bien décelé, il y a un acte militant. Je ne crois pas. Bon, il y a un parti pris idéologique, c'est évident. Mais non, mais il ne cherche même pas à faire autre chose que de l'acculer. Mais si on souligne le parti pris, excusez-moi, ce qui se passe dans cette interview, c'est ce qui se passe dans la dépêche AFP, et Vincent a parfaitement raison, ce sont des partis pris dans la manière de se positionner sur une info ou d'interviewer des gens, où beaucoup de journalistes sont procureurs, beaucoup plus que d'être journalistes. Il y a une sorte de surplomb moral avec lequel il tente son interviewé, il ne l'interviewe pas, il ne l'interroge pas, il cherche à le mettre en défaut, il cherche à l'accabler, à le coincer. Mais il y a beaucoup d'interviews qui se déroulent comme ça. Regardez, quand vous avez ce bien en tête, vous regardez comment ça se passe sur beaucoup d'antennes. Et c'est ça dépend qui. Ça dépend qui. Quand on reçoit Assa Traoré, on n'est pas dans cet état-là. Précisément, parce qu'il y a une manière de se positionner. Quand Quotidien reçoit Assa Traoré, complaisance. Voilà, Quotidien fait attention, croyez-moi. Bon, je vais remercier et saluer évidemment cette initiative Cyril Benzaken, champion du monde de kickboxing. Qui d'ailleurs, je le dis parce qu'il est trop modeste pour le dire, remet en jeu sa couronne le 8 février au pied de la Tour Eiffel, dans le plus bel endroit qui est le Champ de Mars, qui est le haut lieu. Oui, alors le Champ de Mars, le plus bel endroit aujourd'hui, le Champ de Mars, c'est compliqué d'y aller. Mais bon, en revanche, et je vais remercier Pierre Friedenreich parce que, je le dis à chaque fois, Pierre Friedenreich, si je fais de la télévision aujourd'hui, peut-être grâce à vous finalement, parce qu'en 2010, vraiment, quand je suis revenu dans ce métier, après un passage au FC Nantes, que personne ne me répondait au téléphone, personne ne m'envoyait un petit mail, etc. La Coupe du Monde 2010 est arrivée et... c'est la fraternité. Vous m'avez engagé. Et je m'en réjouis. Donc, alors, vous vous rendez compte? Eh bien, bravo. Eh ben, écoutez, vraiment, moi, je vous remercie grandement. On va recevoir Bernard Pasquito, Jackie et John, un couple impossible. Mais je voudrais qu'on écoute Monsieur Moniquet, parce qu'il y a une histoire absolument extraordinaire. Écoutez ça. En Allemagne, écoutez ça. En Allemagne, une conférence a été donnée par Abdul Bari Omar, un responsable du ministère de la Santé des talibans, un responsable du régime afghan des talibans dans une mosquée de Cologne. Le gouvernement a demandé hier des explications aux responsables du culte musulman. C'est tout l'Occident, en fait. Et après, on réécoutera ce que je vous ai fait écouter hier, Madame Amnouche Chalmani, qui parlait de lâcheté. Mais écoutez ce que dit Monsieur Moniquet. Invitation OMS. OMS, c'est l'ONU. ONU, c'est à gauche de la gauche. Voilà, nous sommes d'accord. Mais non, mais c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire les choses aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé s'occupe des Afghanes et des Afghans. C'est pas une mauvaise idée. Mais je suis d'accord, elle invite des talibans. Mais c'est les talibans qui gouvernent l'Afghanistan. Ah bon, d'accord. Alors, très bien. Alors, écoutez Monsieur Moniquet. Fermez les frontières et vous n'en... Écoutez Monsieur Moniquet. Et on reçoit dans une seconde notre ami Pasquito. Alors en fait, il s'est passé
choses. D'abord, on a un taliban qui se trouve, un responsable taliban qui effectivement se trouve en Europe, mais pas invité par les institutions européennes, invité à La Haye par l'OMS, qui est une organisation de l'ONU, et donc il obtient un visa Schengen. Il participe à sa conférence sur la santé publique, puisque c'est un membre du ministère de la Santé, et puis il voyage en Europe, en tout cas en Allemagne. Il se rend dans une mosquée qui appartient à la DITIB, la principale association musulmane d'Allemagne, qui est une association qui regroupe des musulmans d'origine turque, et il participe à un discours dans une mosquée, une conférence dans une mosquée, mais ce n'est pas la mosquée qui l'a organisée, c'est une association afghane, une association culturelle, et les gens de la mosquée, les gens de la DITIB disent on n'était pas au courant qu'il y avait un invité, on n'était pas au courant que c'était politique. Voilà ce qui se passe, ça fait un scandale énorme en Allemagne. Une association culturelle qui culturelle. organisait ça. Alors écoutez, un deuxième passage de M. Moniquet. Et manifestement, les Hollandais qui ont accordé ce visa, puisque la conférence avait lieu à La Haye, ont accordé un visa général qui permettait à ce garçon, à ce taliban, ce responsable taliban, de faire le tour de l'Europe s'il le voulait. L'erreur fondamentale, elle est là. Du côté des Allemands, tout a été fait dans les temps et dans les règles dès que les choses ont été connues. Hier, vous avez écouté Abnous Chalmani. J'ai dit à Marine Lançon de garder ce qu'a dit Madame Chalmani, et on va peut-être tous les jours passer un fragment de son discours tellement il était remarquable. Écoutez, et courageux. Alors on va pas. Devant qui elle l'a prononcé aussi. Elle l'a prononcé devant devant un certain nombre de personnes, de socialistes. Lorsqu'elle a parlé du PS, il y avait Hidalgo au premier rang, enfin, etc. Non, c'était un grand. Elle n'était pas à Tahiti, Madame Hidalgo? Elle était à Paris. Elle est rentrée. Bah quand même. Bon, écoutez, Madame Chalmani, on ne va pas tout réécouter, bien sûr, mais c'est juste 40 secondes qui éclairent ce qu'on vient de voir, tout simplement. Par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, l'Occident, l'Europe, la France se sont laissés dériver vers une tolérance qui laisse s'épanouir l'intolérance. Il est un cas où la tolérance peut devenir funeste à une nation, c'est lorsqu'elle tolère une religion intolérante. Écrivait Helvétius à propos du catholicisme. Ce pourrait s'appliquer à toutes les religions et aujourd'hui, ici, maintenant, surtout à l'islamisme, qui est aussi l'islam, qui est son cancer, mais aussi la conséquence de son refus buté de se réformer, de se penser, de se réfléchir au miroir de la modernité. Écoutez, c'est formidable. Moi, Madame Chalmani, elle est sur une autre chaîne, mais vraiment, elle est la bienvenue sur notre antenne. Rien à ajouter? Rien à ajouter. Demain, nous sommes le 22 novembre. Bonjour Bernard Pasquito. Bonjour. 22 novembre. Et demain, ça fera exactement 60 ans que John Kennedy est mort. Et on ne sait toujours pas, on sait qu'il l'a tué, mais on ne sait pas si Lee Harvey Oswald était tout seul ou pas. Ce qui est la thèse de Philippe Labro. Et je crois plutôt Labro là-dessus. Oui, Jacqueline Kennedy, elle était persuadée qu'il y avait un autre tireur, et bon, elle était assez bien placée pour avoir des impressions. Et elle a été... elle a dû se battre pour témoigner devant la commission Warren, parce qu'on ne voulait pas la recevoir. Et le prétexte était de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Et elle a insisté, elle s'est battue, elle a témoigné. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la partie de son témoignage qui concerne l'attentat n'a jamais été publiée. Voilà, ça a été enregistré, ça n'a jamais été publié. Mais pourquoi ça le sera un jour? Ça devrait, mais c'est un des mystères, mais il y en a... C'est-à-dire que quelle partie exactement? Ce qu'elle a dit? Le moment où les balles sont arrivées, voilà. Elle n'a jamais fait d'interview là-dessus? Non, ensuite, jamais. elle ne s'est jamais exprimée dans aucune télévision, dans aucune presse. Non, elle n'a parlé qu'à la commission Warren. Oui, et la seule chose qu'elle ait dite fermement, c'est que pour elle, Oswald n'était pas le seul tireur. Mais donc elle aurait entendu. Mais alors, il y a beaucoup de gens quand même qui ont entendu. Donc, pourquoi son témoignage plus le sien que les autres, puisque par définition, il y a plein de personnes qui sont qui assistent à ce moment dramatique.
qui entendent, parce que c'est une question d'oreille quand elle dit. Bien sûr. C'est une question d'oreille si elle dit ça. Bien sûr. Il y a les impacts aussi. Il y a combien? Il y a 3 balles. Oui, il y a 3 balles. Apparemment, ce serait la deuxième qui aurait tué Kennedy. Avec la théorie de la balle magique dans le film d'Oliver Stone. Ouais. Bon. Vous, je ne sais pas si vous avez une idée ou pas sur le fond. Je trouve que c'est difficile d'avoir une idée là-dessus. Alors, Jacques, un couple impossible, bon, qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce que vous avez pu apprendre dans ce livre qu'on ne sache déjà? Vous vous rendez compte? Et j'imagine le nombre de... On sait tout, on sait qu'il était coureur, qu'il trompait sa femme, qu'il lui fallait 4, 5, 6 étreintes par jour, c'est bien ça, John Kennedy? Oui. Qu'il y avait des filles dans la Maison Blanche, qu'il y avait des filles dans la piscine, que c'était sur ce plan-là, il n'était pas extraordinaire, il n'était pas le mari le plus fidèle ou le plus attentif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et à part ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau dans cette histoire? En fait, chez Kennedy, l'adultère, c'était quelque chose de mécanique et qui ne remettait pas en cause l'amour qu'il portait à sa femme, la seule femme de sa vie, celle à laquelle il était persuadé qu'il allait rester marié jusqu'au dernier jour, même si Jackie a eu plusieurs fois des velléités de divorcer, ce qui était très compliqué. Avant ou la présidentielle ou pendant la présidentielle? Pendant les 3 ans. Pendant et avant. Ouais. Et vous savez, c'est très court l'histoire de Kennedy. Ce couple impossible, c'est 1953-1963, c'est le mariage, c'est 10 ans. Et il ne faut pas oublier qu'elle, parce qu'on a beaucoup parlé du jeune président qui était Kennedy, quand Jackie entre à la Maison-Blanche, elle a 31 ans, et à 34 ans, elle est veuve, avec toute une vie à faire derrière. Et ce qui est extraordinaire, ce qui en fait un couple impossible, c'est que c'est vrai qu'il y avait les exactions de John, mais il y avait aussi une espèce d'amour assez formidable qui fait qu'on repartait tout le temps. Et surtout, 3 mois avant l'assassinat de Kennedy, Jackie perd un enfant une fois de plus, puisque c'était déjà arrivé. Et cette fois-ci, ça crée chez eux, au lieu de créer une séparation, comme ça avait été le cas avant, ça crée une espèce de fusion dans le chagrin. Et tout d'un coup, ils redeviennent un couple. Et quand ils arrivent à Dallas, par exemple, ils descendent de l'avion et il lui prend la main, ce qu'il n'avait jamais fait du temps de la présidence, depuis 2 ans et 10 mois. Il y a quelque chose. Et puis quand il monte dans la voiture pour rejoindre les rues de Dallas, Jackie, il y avait beaucoup de soleil, il était midi à peu près, Jackie met ses lunettes de soleil. Et là, il se penche vers elle et il lui dit Jackie, si tu viens dans une parade et que tu mets des lunettes de soleil, autant rester chez toi. Alors elle enlève les lunettes et puis un peu plus tard elle les remet et puis il lui dit à nouveau Jackie les lunettes et voilà, donc il y avait tout d'un coup. Comment c'est ça? Parce que ça a été raconté par Jackie. Voilà, vous savez, dans les jours qui ont suivi la mort de Kennedy, elle a donné une longue interview à un journaliste c'est le moment où elle a commencé à mener son combat pour la mémoire de Kennedy. Ce qui est extraordinaire, c'est vrai qu'elle a été beaucoup bafouée, l'affaire Marilyn Monroe, par exemple. Et en même temps, dès que son mari a été assassiné, elle a décidé de se battre pour qu'on n'abîme pas sa mémoire, pour qu'on n'abîme pas ce qui était son œuvre politique, justement en exhibant ses Freuden, et elle l'a fait. Et vous en parlez, quand Jack devenait fou, tout feu, tout flamme, il ne s'arrêtait jamais en si bon chemin. Jackie souriait, plaisantait, mais sa rancœur devenait plus lourde au fil du temps. Elle en arrivait même à se confier à une amie. Comment peut-on vivre avec un mari qu'on aime et qui est forcément infidèle? Et elle restera évidemment éternellement cette dame qui n'enlève pas son tailleur, ce tailleur rose de sang qui est quelque part, d'ailleurs, je ne sais pas où il est, mais qui est exposé quelque part, qui n'a jamais été évidemment lavé, quoi que ce soit, le tailleur qu'elle portait. Elle n'a pas voulu, dans l'avion qui les ramenait à Washington, elle n'a pas voulu enlever son tailleur. Quand Mme Johnson lui a proposé des affaires pour se changer, elle a répondu non, je ne veux pas je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait à Jack. Ouais. Et la mythologie de cette image est extrêmement puissante. Et puis il y a des images très fortes, comme c'est Walter Cronkite qui annonce aux États-Unis et qui enlève ses lunettes et qui pleure en annonçant à la télévision américaine la mort de John Kennedy. Est-ce que vous pouvez nous dire si
tous les documents, notamment de la commission Warren, ou ceux que pouvait posséder le fameux chef de la CIA, dont le nom m'échappe maintenant de l'époque, ont été déclassifiés aujourd'hui. Est-ce qu'on a accès à tous les documents? Non, pas tous. Pas tous encore. Il y en a eu cette année encore, mais alors ça, pour des raisons que j'ignore, c'est fait de manière saccadée. C'est très caviardé en plus, ce qui sort régulièrement, ça sort depuis 2021, oui. Ça, et c'est systématiquement caviardé. Donc, et puis bon, la commission Warren elle-même a été montée de telle manière, avec de tels participants, qu'on sait très bien qu'elle ne cherchait pas la vérité. Bon. Alors l'enfance, moi j'adore ça parce que évidemment chacun de nous a une enfance et tout est là. Donc si chacun acceptait de parler de son enfance, de ses joies, de ses peines, ou même parfois de ses blessures, on comprendrait tout. Et ce que vous dites, c'est délaissé par son père, gardé à distance par sa mère, le garçon allait vivre une enfance dérangeante dont il ne guérirait jamais. John Kennedy, tout cet amour qu'on ne lui avait pas donné, il ne se le procurerait de 1000 façons trompeuses et rarement reluisantes que connaît de l'amour celui qui n'a pas en son cœur, qui n'a pas reçu au cœur de son enfance. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que souvent on dit ça pour les grands artistes, pour les grands politiques, cette fuite vers les autres, cette multiplication, alors je ne sais pas si c'est de la psy à dessous ou pas, mais elle vient parce que personne t'a aimé ou mal aimé au départ. Il y a deux tragédies dans l'enfance de John Kennedy. C'est d'abord, il était le numéro 2, puisqu'il avait un frère aîné qui était brillant, sportif, merveilleux. Ouais, c'est pas mal d'être numéro 2. Dont le père avait fait son choix pour être le président des États-Unis, et lui, John était souffreteux, souvent malade, il était beau mec, il était superbement... Oui, mais il était, je peux y revenir, mais voilà. Et la deuxième tragédie, c'est qu'il avait une mère qui était elle-même trompée à tire-larigot par Joseph Kennedy. Et donc, il s'était enfermé dans une espèce de mutisme, une froideur, une rigidité, et qui ne donnait aucun amour. Voilà. Alors, écoutez, en tout cas, on peut dire Jackie et John, un couple parce que impossible. Le meilleur de Kennedy, ce sera Jackie Kennedy. Oui. C'est le meilleur. Parce que ça a quand même été un président extrêmement médiocre. Il est resté 3 ans et demi. Il est mort, écoutez, franchement, il est mort assassiné. Je veux bien que... Il a eu le temps quand même. Mais c'est une image Kennedy, c'est un espoir, c'est un souffle. Gore Vidal le disait d'ailleurs très justement. Pardonnez-moi. Gore Vidal le disait, c'est une illusion, ce n'est pas la réalité, il avait raison. Mais le neveu de John qui va peut-être se présenter aux prochaines élections américaines. C'est la famille de Monaco. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec... Mais bon, pardonnez-moi. Monaco, c'est pas... Je vous en prie, c'est la famille royale américaine. C'est une dynastie. C'est la famille royale américaine. John est mort. De toute façon, Caroline, sa fille, est vivante. Caroline a des enfants, j'imagine. Oui. Ouais. Mais bon, elle a été plusieurs fois ambassadrice, notamment à Tokyo. Et voilà, quant à John, bon, sa mère a tout fait pour qu'il ne fasse pas de politique. Il était beau, John. Et Caroline Bessette, il s'est abîmé en mer. Il pilotait lui-même. Ouais, mais il était beau et superbe. Et Jackie Kennedy avait tout fait, avait toujours interdit à John de prendre des cours de pilotage, parce qu'elle se méfiait de la malédiction des Kennedy. C'est ça. Oui. Et donc, tant qu'elle a été vivante, John n'a jamais pris de cours de pilotage. Dès qu'elle a été morte, il s'y est essayé avec peu de succès, finalement. Pourquoi vous souriez, Vincent? Non, c'est une dynastie tragique. Oui, mais ça c'est-à-dire que chaque geste et chaque génération, il y a un drame Kennedy. Il y a un Aziz après qui arrive. C'est pas une tragédie grecque. Si, quand même. Non, ça a caché le fait, encore une fois, je le redis, même si ça duré 2 ans et demi, que ce soit un président extrêmement médiocre. Voilà. Vous savez pas ce qu'il Solaire. Franchement. Vous ne savez. Solaire, j'aime bien. Pour la réalité historique, quand même. J'aime beaucoup ça. Solaire, c'est un mot qui est arrivé dans le langage il y a 15 ans, je pense. Il n'existait pas avant, je crois. Et solaire. Oui, vous voyez, je crois que c'est... Et ça, c'est très très bien. Il y a déjà solaire et HPI. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Belle journée. Tu vois, comment Belle journée. Et bonne dégustation. J'aime beaucoup ça. Bonne dégustation. Alors ça, c'est vraiment... Là, tu sais que... Bonne dégustation.
C'est le début de la politique, grimée, maquillée, bronzée. C'est la com. Quand je dis solaire, c'est vraiment ça. Ah bah c'est sûr que Nixon qui transpirait dans le mais fameux... vous voyez pas un malade, c'est un grand malade, John Kennedy. Vous voyez tout le contraire, vous voyez un homme, une sorte d'athlète, une sorte de beauté. Donc c'est un tour de passe-passe formidable. Mais sur le plan politique, moi je suis pas d'accord avec Joseph. Bernard Pasquito. Mais c'est la mafia, mais même sur la crise des missiles, je voudrais qu'on en parle. Oh là là, mais vous... Marilyn il n'est pour rien dans la mort de Marilyn, rassurez-moi. Marilyn Monroe, non, je ne pense pas. Non, mais Kennedy, c'est une image comme son couple avec Jackie était. Là, je regarde ces images que je n'ai pas le droit de montrer parce qu'elles ne sont pas libres de droit, mais la beauté de ces gens-là est effectivement c'est pour ça sublime. On a mis ça à la fin du cahier photo pour garder quelque chose de solaire, justement. Solaire. Oui, c'était un couple, c'était un mensonge, en fait. Aussi, si on veut regarder les choses négativement, c'était un mensonge, Kennedy. On voyait quelqu'un en pleine forme, qui faisait du sport, etc. C'est quelqu'un qui, hors des caméras, était dans un fauteuil roulant, ou alors marchait avec des béquilles. Drogué à mort. Qui serait mort très rapidement s'il n'avait pas été assassiné. Absolument. Ah bon? Il avait cette fameuse maladie d'Addison, qui aujourd'hui se soigne positivement, mais qui à l'époque était incurable. Tous les gens de cette époque vous étiez pas né, Vincent Herouet, en 63. Je crains que malheureusement je me souvienne de la mort de Kennedy. Ah oui, moi aussi. Oui, mais vous aviez déjà une trentaine d'années. Moi, je me souviens très bien. Comme on se souvient où on était le 11 septembre, j'avais 8 ans et je me souviens très très bien l'avoir appris où j'étais à l'école, à la cantine. Je me souviens très bien. À la cantine? Oui. Ça m'avait fait un choc. Et on disait tous, mais il a un frère. Il va se présenter à sa place. Robert Kennedy. Voilà, c'était Robert qui a Kennedy. été et ensuite tué Robert également. assassiné. Enfin, c'est Robert Kennedy 5 ans plus tard. Et Ted Kennedy. Ted Kennedy est mort. Ils sont tous morts. Non, Ted Kennedy, il n'a jamais pu se présenter. Non, mais parce qu'il a eu cet accident. Il y a eu cet accident avec cette femme qu'il avait tuée. Voilà. Il y a eu un film qui a été fait d'ailleurs. Accident caché. Il y a eu un film qui a été fait, qui est ressorti il y a 4-5 ans sur cet accident de Ted Kennedy. Il y a un très bon roman de Joyce Carol Oates aussi là-dessus. Et il y a un film, le film n'était pas extraordinaire. Parmi les malheurs de la famille Kennedy, je me demande même si ce film n'est pas le pire qui a été fait, parce que le film était vraiment... Il n'était pas très réussi. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous écouter, et on a voulu garder un peu plus de temps. Je demande à Somaya Labidi de nous pardonner, puisque les infos de 10h30 n'ont pas pu être données. En revanche, je vais vous dire quoi ? Je vais vous dire qui était avec nous ce matin pour cette émission. C'était Benoît Bouteille qui était avec Marine Lançon en régie. Je remercie Virginie Leblond-Tailleb qui était à la réalisation, Ludovic Liébar qui était à la vision, Anatole qui était au son. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. J'ai pas dit d'ailleurs, c'est aux éditions du Rocher. Je tiens à le dire. Elle est belle cette photo aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle? Bah oui, vraiment. La manière dont elle le regarde. Et puis le regard de Jackie, oui. Mais oui, et puis lui, le visage américain, le menton, la détermination. Bel homme. Quel bel homme. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde. Mais vous souriez tout le temps. Pourquoi vous souriez? C'est ça que je me fais sourire. Je ne sais pas si c'est un rire de qualité que je propose. Quelle belle femme. Ah bah les manières, oui, bien sûr. Je suis celui qui accompagne cette dame, avait-il dit à son voyage à Paris, vous vous souvenez, à De Gaulle. Oui, c'est ça. Je suis le type qui accompagne Jackie Kennedy à Paris. Bien sûr, exactement, bien sûr. C'est terminé, Jean-Marc Morandini dans une seconde, à ce soir.